Bonsoir à tous, bienvenue, c'est BFM Story en direct jusqu'à 19h. La une, les États-Unis qui ont inauguré leur ambassade à Jérusalem, coïncidant avec le 70e anniversaire de la création de l'État. Une inauguration sous très haute tension. Au moins 41 Palestiniens de Gaza ont été tués, plusieurs centaines blessés dans des affrontements avec l'armée israélienne à la frontière avec l'État hébreu. C'est la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. On y revient ce soir avec notamment nos équipes déployées sur place. L'enquête sur l'attaque terroriste au couteau samedi à Paris, arrêté à Strasbourg, un ami du terroriste a été transféré en région parisienne au siège de la DGSI. On va faire le point sur l'enquête ce soir, le parcours de ce Français d'origine tchétchène, Azimov, suivi par les services de renseignement, fiché S depuis 2016. Alors que peut-on vraiment faire de ces fichiers S? Réponse ce soir. 17h59. Bonsoir Rachid Enbarki avec un nouveau bilan à l'instant. 52 Palestiniens tués depuis ce matin dans la bande de Gaza. Oui, effectivement, des milliers de Palestiniens s'étaient rassemblés à proximité de la frontière avec Israël pour protester contre l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le face-à-face a rapidement dégénéré. Julia Delage, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV dans la bande de Gaza et vous avez assisté à des affrontements extrêmement violents. Effectivement, et tout a commencé très tôt ce matin, dès 7h. Eh bien, des dizaines, des centaines peut-être de manifestants sont venus brûler des pneus juste devant la frontière avec Israël. L'objectif, évidemment, eh bien, c'est de brouiller la vision des tireurs embusqués, des snipers de l'armée israélienne. Et puis, petit à petit, au cours de la journée, eh bien, cette manifestation qui semble, évidemment, lorsque l'on regarde les images, assez chaotique, c'est plus ou moins organisé. Tout se déroule en fait en 3 zones. La première, qui est à quelques centaines de mètres de la frontière, eh bien, contient les tentes de notamment du Hamas et du djihad islamique qui ne sont pas officiellement à l'origine de ce mouvement, mais qui, à l'arrière, finalement, eh bien, haranguent la foule et diffusent des chants palestiniens pour galvaniser les manifestants. Et puis, plus on se rapproche, plus les personnes qui manifestent sont déterminées. On croise au début à quelques dizaines de mètres eh bien, des femmes, des enfants qui viennent haranguer, qui viennent provoquer l'armée israélienne. Et puis vraiment en première ligne, tout le plus proche des barbelés qui matérialisent finalement la frontière entre Gaza et Israël, il y a quelques centaines de personnes extrêmement déterminées qui essayent de couper les barbelés et de faire de courtes incursions à l'intérieur du territoire israélien. Évidemment, à ce moment-là, eh bien, l'armée israélienne réplique, gaz lacrymogène, drones aussi qui ont largué des gaz lacrymogènes et puis des balles réelles, ce qui explique le bilan extrêmement lourd d'aujourd'hui. Et on s'attend à un bilan peut-être plus lourd encore demain, car on nous annonce un rassemblement encore plus important. Il faut dire que le jour est particulièrement symbolique. Les Palestiniens commémoreront demain le 70e anniversaire de la Nakba, la catastrophe en arabe, cette période de l'année 1948 où la guerre israélo-arabe a contraint à l'exode plus de 700 000 Arabes palestiniens. Julia Delage, envoyée spéciale de BFM TV dans la bande de Gaza. J'ajoute que l'armée israélienne a également mené aujourd'hui plusieurs raids aériens dans la bande de Gaza, affirmant avoir visé des positions du Hamas. Et puis je vous rappelle ce bilan, 52 morts, dont 8 enfants âgés de moins de 16 ans. L'ambassade des États-Unis en Israël a été officiellement transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Aujourd'hui, la cérémonie avait lieu cet après-midi. Le Premier ministre israélien a salué le courage de Donald Trump, estimant qu'il avait écrit l'histoire. Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem pour BFM TV. C'est une décision qui était très attendue par les Israéliens. Oui, une décision extrêmement attendue, une décision extrêmement appréciée à la fois par le Premier ministre israélien, mais également par une bonne partie de la population qui s'était massée d'ailleurs aujourd'hui autour de l'ambassade, même si très peu de monde, bien évidemment, ont pu assister à cette cérémonie, environ 800 personnes, dont 250 membres de la délégation américaine. Mais il y avait des centaines d'Israéliens devant l'ambassade pour remercier Donald Trump d'avoir pris cette décision. Des banderoles étaient affichées sur plusieurs immeubles remerciant le président
américain. C'est une victoire symbolique et importante pour Israël, puisque les États-Unis sont un des premiers pays au monde à installer leur capitale à Jérusalem. Et il se trouve que c'est la première puissance du monde, en tout cas la première puissance diplomatique. Et cela, rend fier beaucoup d'Israéliens et d'une certaine manière entérine à leurs yeux l'annexion de la partie est de Jérusalem, une annexion qui a été faite il y a 51 ans maintenant. Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour BFM TV. Donald Trump, lui, n'a pas fait le déplacement pour cette cérémonie d'inauguration d'ambassade, mais il a tout de même adressé un message vidéo. Écoutez. Depuis de nombreuses années, nous avons refusé de reconnaître cette évidence, que la véritable capitale d'Israël est Jérusalem. Sous ma direction, les États-Unis ont finalement et officiellement reconnu Jérusalem comme la véritable capitale d'Israël. Notre plus grand espoir, c'est la paix. Et les États-Unis sont pleinement engagés pour faciliter un accord de paix durable. Et nous continuons à soutenir le statu quo pour les sites sacrés. 3 proches du terroriste de Paris, toujours en garde à vue. Oui, ses parents et son ami strasbourgeois sont interrogés au siège de la DGSI à Levallois-Perret. Ce dernier était déjà connu des policiers antiterroristes car son épouse avait notamment tenté de partir en Syrie. La SNCF porte plainte après une cinquantaine d'incidents, des incidents et des actes de malveillance venant de cheminots grévistes. Apparemment, des voies ont été envahies et des câbles ont également été parfois sectionnés. Le candidat de Koh-Lanta, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une autre candidate, a été finalement relâché sans suite après 4 heures de garde à vue à Paris. Selon son avocat, sa version est conforme à celle des 5 témoins et aucun de ces témoins ne confirme les accusations de Candide Renard. En tout cas, le parquet a ouvert une enquête et les investigations vont se poursuivre. Et puis c'est officiel, l'Allemand Thomas Tuchel deviendra l'entraîneur du Paris Saint-Germain début juillet. C'est ce que fait savoir le club. Il a signé un contrat de 2 ans pour succéder à l'Espagnol Unai Emery. Le temps demain matin. Eh bien, ce sera maussade demain matin sur la plupart des régions, avec un axe pluvieux des Pyrénées à la Franche-Comté et de la neige en montagne. Température matinale de 6 degrés à Aurillac, à 12 degrés à Paris et à Biarritz. Merci Rachid. L'ambassade américaine à Jérusalem, inaugurée sous très haute tension. C'est la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. On y revient dans un instant. BFM TV, première sur l'info. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Et si on réinventait la recherche immobilière? Avec bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement. Chaque jour cuisiner, avancer. Chaque jour s'inspirer du passé, innover. Toujours donner le meilleur sans oublier les siens. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, que des choses à partager. Profitez de 0 € de frais de transfert pour votre première transaction. Téléchargez l'appli Western Union. Savez-vous à quoi rêvent vos pieds lorsqu'ils sont secs? Vos pieds en ont rêvé? Aquiline l'a fait. Numéro 1 des soins du pied en pharmacie. Comme ça, elle respirera mieux. Et c'est parti pour le tour du monde. Économiser sur tout, oui, sauf sur le beau. Un jour peut-être, même les gratte-ciels seront en bois. Moi, je préfère les jeux qui sont de la forêt.
Pour moi, c'est le bois. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. En mai, avec les reprises Eco-Inspired, profitez de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 €. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Les prix sont si bas qu'on en profite. La qualité, un prix au top. Brico Dépôt, lame stock. Comme ce sol stratifié lame large, classé pour passage intensif et facile à poser. Garantie 30 ans à 11,90 € le mètre carré. Également disponible au drive en 2 heures. Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Et c'est comme ça depuis 25 ans. Là, on en fait peut-être un peu trop. Vous mettez le nombre de chambres. 2328. Et vous cliquez sur voir mon estimation. Avec Meilleurs Agents, estimez gratuitement votre bien, rapidement. Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. La revente facile avec vendezvotrevoiture.fr. 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 Évaluez votre voiture en ligne gratuitement et vendez-la dans une agence proche de chez vous. Vendezvotrevoiture.fr. Et quelle est la valeur de votre voiture? Vendezvotrevoiture.fr. Air Force All-in-One de Reventa, l'aspirateur tout en un pour une performance tout terrain. Reventa. Avec Régime Box, perdez jusqu'à 5 kilos par mois. J'ai perdu 25 kilos en 6 mois. C'est hyper simple. Et on a la garantie que les plats sont équilibrés. J'ai perdu 46 kilos en 6 mois, sans privation, en ayant même fait quelques petits écarts. Commandez maintenant et bénéficiez d'une réduction de 40%. Chaque jour, vous mangez un délicieux petit déjeuner, un vrai plat le midi, un repas copieux le soir et même une barre chocolatée à 16h. La livraison est gratuite. Si vous n'êtes pas 100% satisfait, vous êtes remboursé. Alors rendez-vous sur regimebox.fr et bénéficiez d'une réduction de 40%. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes. L'actualité ce soir, c'est bien sûr l'inauguration par les États-Unis de leur ambassade à Jérusalem, coïncidant avec le 70e anniversaire de la création d'Israël en 1948. Une inauguration sous très haute tension. Un dernier bilan fait état de 52 Palestiniens de Gaza, dont des adolescents tués et plusieurs centaines blessés dans des affrontements avec l'armée israélienne à la frontière avec l'État hébreu. C'est d'ailleurs la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. On en parle bien sûr avec notre éditorialiste politique étrangère Ulysse Gosset. Bonsoir Ulysse. Avec Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix, ancien conseiller du Premier ministre israélien Rabin. Bonsoir. Et vous étiez bien sûr contre la décision de Donald Trump d'installer son ambassade à Jérusalem. Et puis nous sommes avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Shimon Mercer-Wood. Bonsoir. Bonsoir. Je cite votre Premier ministre Netanyahou tout à l'heure lors de son discours pour l'inauguration de l'ambassade. Ceci est un moment d'histoire. Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l'histoire, vous avez écrit l'histoire, c'est ça ? L'histoire, c'est le lien entre le peuple juif et son capital. C'est une histoire qui dure 3000 ans. Alors si le premier puissance mondiale reconnaît ce lien, évidemment, c'est un événement très important.
il n'y a pas de doute, Jérusalem est la capitale des Juifs et la capitale d'Israël? Écoutez, c'est là-bas que nous avons tous nos institutions régaliennes. C'est là-bas qui, comme avait dit autrefois le secrétaire général de Quai d'Orsay, Jules Cambon, cette terre, depuis le peuple juif, a été chassée il y a tant de siècles. Donc oui, cette lien n'est pas disputable. Mais cette inauguration est ensanglantée. 52 morts côté palestinien, les Palestiniens de Gaza qui ont été près de la frontière et qui ont donc essuyé les tirs de l'armée israélienne. Quelle est votre réaction ce soir? Je propose que nous respections les dirigeants palestiniens suffisamment pour prendre au sérieux ce qu'eux, ils disent. Ils ne disent pas que c'est histoire de l'ambassade, ils disent que c'est une histoire de l'existence de l'État d'Israël. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi cette date, la date de l'indépendance de notre pays, pour avoir ces émeutes horribles. Alors, le problème, ce n'est pas ce que nous faisions, c'est le fait que nous existions pour les Palestiniens, encore une fois, selon leurs propres propos. Oui, mais quand on apprend que des adolescents, des jeunes de moins de 16 ans ont été tués. C'est la chose la plus infâme d'utiliser ces pauvres gens comme bouclier aux mains pour des terroristes. Ils sont utilisés par les terroristes? Bien sûr. On entend même des rapports depuis la bande de Gaza que les civils palestiniens sont menacés par Hamas et les autres organisations terroristes pour courir vers la frontière. Quand à côté d'eux, il y a des membres de bras armés de Hamas qui ont essayé à plusieurs reprises de pénétrer, d'infiltrer nos frontières. Et encore une fois, eux-mêmes, ils disent « nous sommes là pour brécher la clôture frontalière, nous sommes là pour pénétrer Israël ». Et avez-vous la moindre doute de ce qui serait passé si 10 000 Palestiniens auraient réussi à brécher la clôture et entrer Israël? Regardez ce qu'a fait un seul radicalisé il y a 2 jours à Paris avec un couteau. Pas avec des chars, pas avec des avions. C'est la même chose. Le terroriste d'origine tchétchène à Paris et le Palestinien de Gaza, c'est la même personne? Pourquoi un Palestinien avec un couteau qui essaye de tuer des Juifs est différent d'un Tchétchène à Paris qui essaye de tuer des Français? Je ne vois pas la différence. Ofer Braunstein, vous qui êtes opposé à ce qu'a décidé Trump, l'inauguration, comment vous avez vécu cette journée? C'est une journée terrible, c'est une journée très triste. Tout d'abord, je ne suis pas opposé à l'idée de faire passer, pas seulement l'ambassade américaine, mais j'espère qu'un jour, toutes les ambassades passeraient à Jérusalem-Ouest et reconnaîtraient ce qui est déjà reconnu. Vous savez, l'idée du passage de l'ambassade américaine à Jérusalem, c'est un couteau dans l'eau. Est-ce que quelqu'un a remis en question une seule fois, ces 70 dernières années, le fait que Jérusalem-Ouest est la capitale d'Israël? Est-ce que vous connaissez un président qui est allé visiter, qui est allé en visite en Israël, qui ne soit pas allé à Jérusalem? Mais alors pourquoi l'ambassade américaine sur place, c'était pas le bon moment? C'est une provocation? C'était absolument pas le bon moment. Si Donald Trump, le président américain, en parallèle de cette reconnaissance, ce passage d'ambassade, avait offert un plan de paix, avait donné une perspective aux Palestiniens, avait donné quelque chose en échange aux Palestiniens, pourquoi pas? Ça aurait été une stratégie. Ça n'a pas été évoqué par le secrétaire d'État américain. Il n'a pas parlé d'un État palestinien. Justement, c'est ce que je déplore. C'est que ce passage unilatéral de l'ambassade ne soit pas suivi par un plan de paix sérieux mené par les Américains, équitable. Les Américains sont en train de perdre leur crédibilité dans leur région, leur position de superpuissance équitable. Mais Netanyahou a félicité le président Trump. Mais ce que Netanyahou, je peux comprendre pourquoi il félicite le président Trump, mais n'oubliez pas que Netanyahou ne représente pas toute la population israélienne, et malheureusement, c'est mettre de l'huile sur le feu. On voit ce qui se passe à Gaza. Vous savez, la pauvreté, l'ignorance nourrit le terrorisme. Les Gazaouis n'ont plus rien à perdre. 95% de l'eau n'est plus potable à Gaza. 2/3 de la population est au chômage à Gaza. Les Gazaouis vivent dans la plus grande prison à ciel ouvert dans le monde, sur un terrain très limité. Encerclés par, d'un côté, les Égyptiens, d'un autre côté, les Israéliens, et du troisième côté, la mer. Il ne leur reste plus aucune alternative. Personne ne leur donne un brin d'espoir. C'est pas normal que 2,5 millions de personnes, de femmes, d'enfants et d'hommes vivent dans une pauvreté énorme.
une crise humanitaire sans précédent. Je regrette et je déplore que le Hamas utilise la population civile de Gaza pour aller vers la frontière. Mais d'un même côté, Israël est un État fort. Les Gazaouis n'ont pas de tanks. Les Gazaouis n'ont pas d'aviation. La riposte est disproportionnée. Elle est totalement disproportionnelle. Israël a les moyens d'empêcher l'intrusion de milliers de Palestiniens à l'intérieur du territoire sans tirer à bout portant avec des vraies balles. Ulysse Gosset, c'est une journée très particulière, c'est parce que c'est à la fois l'anniversaire de la création d'Israël, mais aussi l'installation de cette ambassade qui crée la polémique, et donc aussi ces scènes de violence. Voilà ce qu'on retiendra de cette journée. On retiendra, oui, ce contraste saisissant entre d'un côté les sourires et la gloire d'Israël et de l'autre la colère et l'amertume, pour ne pas dire l'abandon des Palestiniens. Quelles que soient d'ailleurs les responsabilités, on voit que Trump est passé en force. Et il a fait l'histoire. Ça, on ne peut pas lui nier ce fait. C'est-à-dire qu'il a décidé de tenir sa promesse et de passer outre toutes les objections et même de se mettre hors la loi internationale, puisque du point de vue du droit international et notamment des résolutions de l'ONU, il viole la loi en transférant l'ambassade sans consultation. Le grand problème de Trump aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas consulté personne pour le faire. Il a simplement décidé d'agir. Alors, on a vu les sourires éclatants de sa fille, de son gendre, de Benjamin Netanyahou, mais il y avait toujours ces images de Palestiniens qui tentaient de s'approcher de la frontière. Donc on restera sur une image avec un goût très amer en fait ce soir. Et la fête évidemment a été gâchée. On imagine évidemment qu'aujourd'hui ça va être très difficile de remettre les Palestiniens autour de la table pour essayer de forcer un accord. Alors, cette information, cette déclaration à l'instant du président Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui dénonce un massacre israélien et qui refuse toute médiation de paix américaine. On retrouve sur place Julia Delage, qui a vécu de près ces affrontements à la frontière israélienne, ces Gazaouis qui ont voulu manifester leur colère, la riposte de l'armée israélienne et donc ce dernier bilan, 52 Palestiniens tués. Effectivement, alors les Palestiniens s'attendaient évidemment à une riposte. Ils sont arrivés très tôt ce matin, notamment pour disposer des pneus à faire brûler juste devant la frontière pour obstruer la vision des tireurs embusqués, des snipers israéliens. Et puis tout au long de la matinée, des centaines et des centaines, des milliers de personnes se sont massées près de cette frontière. Alors parmi ces gens, il y a des vieillards, des femmes, des enfants qui tous nous ont dit qu'ils étaient là pour réclamer leur droit au retour. Et puis dans l'après-midi, la situation s'est très largement tendue. Une centaine de personnes extrêmement déterminées se sont approchées au plus près de la frontière, munies de lance-pierres, munies de cerfs-volants incendiaires, munies aussi de tenailles pour tenter de couper ces fameux barbelés qui matérialisent la frontière entre Gaza et Israël. Et la réplique a été immédiate, tirs de gaz lacrymogène, mais aussi drones qui ont largué des bombes lacrymogènes sur les manifestants. Et puis finalement, évidemment, vous l'avez dit, des balles réelles qui ont fait énormément de dégâts ce soir, notamment chez les plus jeunes. Nous avons assisté à des scènes vraiment chaotiques, un peu plus à l'arrière, dans un petit hôpital de campagne où les médecins étaient totalement débordés par les blessés qui arrivaient aujourd'hui. Merci Julia Delage, envoyée spéciale de BFM TV. Monsieur le porte-parole, finalement, c'est vrai que comme le disait Ulysse, on a eu ces sourires, ces congratulations. Le gendre et la fille de Donald Trump étaient sur place avec le Premier ministre israélien. Mais finalement, cette fête voulue est totalement gâchée par ce qui se passe à 100 km dans Gaza. Est-ce que c'est vraiment une bonne opération politique pour le gouvernement israélien ? C'est un peu l'histoire de notre relation avec les Palestiniens. Quand dans notre côté, nous sommes constructifs, nous voulons construire nos pays, aller vers l'avenir. Dans l'autre côté, on a la colère, la violence, le rejet de vivre ensemble. Et oui, ça gâche l'histoire. Pour moi, je vous avoue que j'aurais célébré mes 70 ans d'indépendance d'une manière beaucoup plus heureuse
si ce n'était pas le cas, qu'à l'autre côté, il y a un peuple qui rejette mon existence. Laissez-moi vous lire... Mais il faut tendre la main dans ce cas-là. Pourquoi ne pas tendre la main aujourd'hui? Laissez-moi vous lire les pamphlets que les Gazaouis ont diffusés pour les Israéliens. Ayyouya ya Yahoudi, anta la tantami li hada al-makan. Aux Juifs, vous n'appartenez pas à cet endroit. C'est ça le message. Alors c'est vers ça que vous voulez tendre la main? Vous savez... Monsieur Bronstein. Moi, j'ai parlé à des amis de Gaza ce matin. C'est pas du tout le langage qu'ils tiennent. Une partie d'entre eux parlent l'hébreu, une grande partie d'entre eux ont travaillé pendant des années en Israël, et ce qu'ils voudraient voir, c'est encore une fois une frontière ouverte, et la possibilité de rentrer en Israël, de travailler. Sauf que les plus radicaux ont toujours fait échouer les tentatives de paix. Absolument. Aujourd'hui, ce sont les extrémistes qui se nourrissent de cette frustration, qui se nourrissent de la pauvreté, qui se nourrissent de la misère des Gazaouis. Et il y a une fermeté du gouvernement mais les Israéliens qui empêchent pas les Israéliens, c'est pas les Palestiniens qui ne tendent pas la main, c'est le gouvernement actuel israélien qui ne tend pas la main aux Gazaouis. On a fermé il y a 2 jours la seule frontière entre Israël et Gaza qui permettait à la nourriture de rentrer. Parce que les Palestiniens l'avaient brûlé. Même la les nourriture. Palestiniens eux-mêmes l'avaient brûlé. Même la nourriture ne rentre plus aujourd'hui à Gaza. Mais je voudrais dire quelque chose sur Jérusalem. On a un fantasme par rapport à Jérusalem et on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de Jérusalem. L'idée de Jérusalem, c'est qu'on parle des lieux saints. Oui. Moi, des lieux saints, je ne comprends pas très bien la notion. Pour moi, la seule chose qui est sainte, c'est la vie humaine. Des pierres saintes, des lieux saints, des tombeaux saints, je ne connais pas très bien. Mais les lieux saints, c'est 4 km², c'est la vieille ville de Jérusalem. C'est même pas 5% du territoire de Jérusalem. N'oublions pas que 28 villages ont été annexés par Israël. Sur ces 28 villages vivent la moitié de la population de Jérusalem. C'est Jérusalem-Est. Est-ce que, monsieur le porte-parole, quand étiez-vous la dernière fois à Shuafat? Quand un Israélien rentre à Beth Hanoun? Quand un Israélien rentre à Beth Safafa? Ils n'y vont jamais. C'est un no man's land. La police israélienne n'y rentre pas. Le maire de Jérusalem ne visite pas. Ils vivent dans la pauvreté la plus grande et c'est considéré comme la Jérusalem unie, unifiée, éternelle. Elle n'est pas unie, elle n'est pas unifiée, elle n'est certainement pas éternelle. Je ne sais pas ce que c'est que l'éternité. Mais si on n'adresse pas... Donc, Jérusalem n'est pas unifiée. Jérusalem-Ouest est la capitale d'Israël. Jérusalem-Est doit devenir la capitale du futur État palestinien. Tendre la main aux Palestiniens, c'est reprendre les Jérusalem peut être la capitale de 2 États? Jérusalem devra être la capitale des 2 États. Jérusalem-Est des Palestiniens. Mais les Palestiniens de Jérusalem-Est ne rentrent pas à Jérusalem-Ouest. Et les Juifs... C'est important ce que vous avez dit, parce que malgré je dirais, le coup de force de Donald Trump, eh bien, il y a un scénario, effectivement, qu'il n'a pas écarté, qui est de dire aux Palestiniens, venez à la table de négociation et vous pourrez, vous aussi, avoir comme capitale Jérusalem-Est. Mais Abbas a dit non, pas de question, pas de médiation de paix américaine. Aujourd'hui, il ne peut pas dire autrement. Il a même dit, il refuse toute négociation, il a même dit, les États-Unis ne peuvent plus être le grand parrain de la négociation. Or, sans les États-Unis, il ne peut pas y avoir de je vais vous dire un scénario qui et donc, effectivement, il y a cette option possible, mais le problème, c'est que plus le chemin s'écarte entre les 2 parties, plus il y a des victimes, comme aujourd'hui, et un bain de sang, moins la solution est facile. Un dernier mot, et puis... je vais vous dire un scénario qui est en train de se dessiner par des Palestiniens. Jusqu'à maintenant, les Palestiniens n'ont pas accepté l'annexation des 28 villages palestiniens de Jérusalem-Est. Il y a de plus en plus de voix palestiniennes aujourd'hui qui se lèvent et qui s'organisent pour qu'aux prochaines élections municipales à Jérusalem, il y ait une candidate ou un candidat palestinien. N'oubliez pas que 50% de la population de Jérusalem, ce sont des Palestiniens. Si un candidat se présentera et que les Palestiniens vont assumer leur droit de vote qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à maintenant, le prochain maire de Jérusalem risque d'être un Palestinien. Et là, j'aimerais bien voir M. Donald Trump et M. Netanyahu réagir. Ce serait une ironie, effectivement, de l'histoire. Monsieur le porte-parole. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des premiers ministres israéliens qui ont proposé aux Palestiniens, même par Rabin, avec qui vous l'avez le plaisir de travailler, Olmert et autres, ont proposé de partager Jérusalem, et c'est les Palestiniens qui l'avaient rejeté. Donc, avant que vous demandez de nous, est-ce que vous allez partager Jérusalem, allez demander aux Palestiniens si eux, ils sont d'accord. Il faut être 2 pour faire la paix. Dans le discours de Netanyahou aujourd'hui, il n'y avait pas un message de paix.
Parce que nous avons vu ce qui se passe quand on propose de partager Jérusalem et cette proposition est rejetée. Et du coup, on se pose la question, est-ce que vraiment partager Jérusalem, c'est ça qu'il veut? Ou bien, est-ce que ce qu'il veut, c'est vraiment de rejeter l'existence de l'État d'Israël? L'autorité palestinienne, présidée par le président Abbas, n'a jamais rejeté l'existence de l'État d'Israël. L'État d'Israël, depuis les accords d'Oslo jusqu'à aujourd'hui, c'est la reconnaissance mutuelle. Oui, mais à Gaza, c'est pas Abbas. C'est pas Abbas qui a la main à Gaza. Je parle du président de l'autorité palestinienne, élu démocratiquement par la majorité des Palestiniens. C'est Ramallah, c'est la capitale politique et économique aujourd'hui des Palestiniens. Il n'a jamais nié l'existence de l'État d'Israël. Mettons, quel geste Israël a fait ces dernières années envers le président Abbas? Je ne parle même pas du Hamas. Le Hamas, c'est le meilleur allié de l'extrême droite israélienne. Israël joue exactement le rôle que le Hamas voudrait qu'elle joue. Maintenant, quel geste a été fait envers les Palestiniens? Rien. On continue la colonisation. On les étouffe économiquement. On n'a pas respecté les accords qui ont été signés avec M. Kerry lors du précédent président américain. Donc aujourd'hui, il faut, au lieu de mettre de l'huile sur le feu, comme le fait le président américain, comme le fait une partie du gouvernement israélien actuel, au lieu de mettre de l'huile sur le feu, il faut aujourd'hui apaiser. Il faut faire revenir les uns les autres à la raison. Et il faut surtout éviter la catastrophe à Gaza. Demain, les Palestiniens vont célébrer la Nakba. Le jour de l'indépendance d'Israël, c'est aujourd'hui. Pour eux, c'est un jour de désespoir et de tristesse. Vous craignez le pire demain ? Et je crains encore une fois une escalade de la violence demain et les prochains jours. Il faut absolument l'éviter. Un dernier mot, Ulysse. Oui, ce qui est très préoccupant, c'est que en fait, tout cela se passe dans un climat de très forte tension, avec d'un côté les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Israël, et de l'autre l'Iran, la Syrie. Et il y a un risque de confrontation qui dépasse de très loin Jérusalem, et c'est pour cela que la situation est grave. Merci à tous les trois. 18h29, on fait un nouveau point sur l'actualité. 52 Palestiniens tués depuis ce matin dans la bande de Gaza. Oui, 52 morts, dont 8 enfants de moins de 16 ans, dans des heurts qui ont éclaté à proximité de la frontière avec Israël pour protester contre l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le face-à-face a rapidement dégénéré. Précision Caroline Mière. Les bras levés sur sa civière en signe de victoire, ce jeune homme vient d'être touché par un tir israélien. La détermination des Gazaouis ne semble pas s'atténuer malgré un bilan des victimes qui ne cesse d'augmenter. Ils sont plusieurs dizaines de milliers, massés à divers points de la frontière. Certains utilisent des lance-pierres, d'autres des cerfs-volants auxquels ont été accrochés de petits engins incendiaires. L'armée israélienne réplique par des tirs de gaz lacrymogène lâchés par des drones pour disperser les foules. Et parfois, lorsqu'elles sont sa frontière menacée, elle tire à balles réelles. Elle a prévenu de son intransigeance la veille via des tracts distribués par les airs. Mais cela ne semble pas calmer la colère des Palestiniens. Au contraire, il n'y a qu'une cinquantaine de mètres entre les soldats et les manifestants. Alors, pour les narguer, ces derniers tentent de se cacher derrière des buttes de terre ou bien derrière un rideau de fumée noire grâce à des pneus brûlés. Partout dans le pays, les Palestiniens participent à des manifestations du même genre. La marche du grand retour, comme ils l'appellent, pour commémorer la Nakba, l'exode palestinien après la création il y a 70 ans de l'État hébreu. Célébration particulièrement sensible cette année avec le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, reconnaissant la ville sainte comme capitale d'Israël. Voilà, j'ajoute que l'armée israélienne a également mené des raids aériens dans la bande de Gaza, affirmant avoir visé des positions du Hamas. Et puis Mahmoud Abbas, qui est le président palestinien de l'autorité palestinienne, dénonce ce soir un massacre et il affirme qu'il refuse à partir de maintenant toute médiation avec les États-Unis. On le disait, l'ambassade des États-Unis en Israël a officiellement été transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Aujourd'hui, la cérémonie avait lieu cet après-midi. Le Premier ministre israélien a salué le courage de Donald Trump, estimant qu'il avait écrit l'histoire. Isabelle Golens, vous êtes à Jérusalem pour BFM TV et c'est une décision qui était très attendue par les Israéliens. Oui, attendu et célébré, salué par une très grande majorité d'Israéliens. Aujourd'hui, on en a vu certains aux abords de cette ambassade avec le drapeau américain. Ce drapeau qui décore toute une partie de la ville, des pancartes également de remerciements au président américain avec ce message « Trump make Israel great » en référence au propre slogan du président américain. Lorsqu'on interroge les juifs israéliens aujourd'hui, ils sont quasiment tous unanimes. C'est une très grande journée pour nous, nous disent-ils. C'est la meilleure chose qui soit arrivée ici depuis longtemps.
longtemps. Certains parlent de victoire et ce soir, le message qu'on entend beaucoup, c'est que désormais, les autres pays doivent suivre les États-Unis, reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et installer eux aussi leur ambassade ici. À la question du risque d'embrasement dans le pays suite à cette décision américaine, la plupart des personnes avec qui nous avons discuté veulent croire coûte que ce ne sera pas le cas. Et surtout, ils nous disent ne pas avoir peur. C'est une phrase qu'on entend beaucoup ce soir. Ils nous parlent beaucoup de leur armée qui les protège. Isabelle Golens, envoyée spéciale de BFM TV à Jérusalem avec Julien Taureau. 3 proches du terroriste de Paris sont toujours en garde à vue. Oui, il s'agit de ses parents et de son ami strasbourgeois qui sont interrogés au siège de la DGSI à Levallois-Perret. Ce dernier était déjà connu des policiers antiterroristes car son épouse avait tenté de partir en Syrie. Caroline Mière avec Kevin Drouan. Sous lourde escorte policière, Abdoulhakim Anaïef est conduit au commissariat de Strasbourg avant son déferrement à Paris. Affublé d'un t-shirt noir arborant une Kalachnikov et l'inscription Defend Grozny, le jeune homme est d'origine tchétchène, lui aussi né en 1997, comme le terroriste. D'ailleurs, tous deux semblaient inséparables selon leurs amis du lycée. Un étrange binôme dont les personnalités surprennent quand on connaît la suite des événements. Autant qu'Hamzat, c'était quelqu'un d'un petit peu passif, d'un petit peu, on va dire, naïf. Et Akin, il était également gentil, etc., mais il était un petit peu plus malin. C'était pas la personne idiote, c'était pas la personne qu'on va essayer d'embobiner ou autre. Hakim était-il au courant des projets de son ami? A-t-il joué un rôle? Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures par le parquet de Paris. Le jeune homme semble en tout cas avoir tenu une place importante dans la vie du terroriste. C'est d'ailleurs lui qui avait mis Kamzat Asimov sur la route de la DGSI. Ce dernier avait été entendu il y a 1 an en raison de ses liens avec le jeune homme. Hakim Anaïef est bien connu des services de renseignement. Il a épousé religieusement une jeune femme radicalisée qui avait tenté de rejoindre la Syrie en 2017. Pourtant, le jeune homme ne semblait pas lui-même endoctriné selon ses camarades. Il portait la barbe et les cheveux longs, mais genre juste parce que ça lui donnait un style. Il était croyant, mais des fois quand il parlait de Syrie, il disait ouais, c'est pas bien, il était contre Daesh et tout, c'est ce qu'il nous disait. C'est le discours qu'il a tenu face aux enquêteurs. Il s'est présenté comme un musulman pratiquant et modéré, ne cautionnant pas les attentats, et dit ne pas avoir eu de contact récent avec l'assaillant de Paris. La SNCF porte plainte après une 50aine d'incidents. Aujourd'hui, des incidents et des actes de malveillance venant de cheminots grévistes. Des voies ont en effet été envahies et des câbles ont notamment parfois été sectionnés. Le candidat de Koh Lanta, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une autre candidate, a finalement été relâché sans suite après 4 heures de garde à vue à Paris. Selon son avocat, sa version est conforme à celle des 5 témoins et aucun de ces témoins ne confirme les accusations de Candide Renard. Le parquet, en tout cas, a ouvert une enquête et des investigations vont se poursuivre. Agnès Buzyn veut tirer les leçons de l'affaire Naomi Moussanga. La ministre de la Santé a reçu aujourd'hui des syndicats de médecins urgentistes pour réfléchir à l'amélioration du système et ils ont convenu d'élaborer une feuille de route d'ici au 1er juillet pour améliorer donc le système. Le temps demain matin. Ce sera maussade demain matin. Maussade sur la plupart des régions, avec un axe pluvieux même des Pyrénées à la Franche-Comté, de la neige en montagne et des températures matinales de 6 degrés à Aurillac, à 12 degrés à Paris et à Biarritz. Merci Rachid. À suivre l'enquête sur l'attaque terroriste au couteau samedi à Paris. On va faire le point dans un instant et puis on va se poser la question, que peut-on vraiment faire de ces fichiers S, puisque le terroriste en question était suivi par les services de renseignement, fichiers S depuis 2016. Et puis on va revenir sur cette inauguration sous très haute tension, l'ambassade américaine à Jérusalem, 52 morts au moins dans la bande de Gaza, la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Et si on réinventait la recherche immobilière? Avec bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement. Maman, je vais rater ma compète là. J'arrive. Salut Catherine, ça va? Maman, dépêche-toi. Vous inquiétez pas, je m'en occupe Catherine. Parce qu'une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Roulez surclassé avec le SUV 2008 Style à partir de 139 € par mois et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Elle est sympa cette voisine.
je t'aime mon amour. Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime. Mauboussin, capsule d'émotion. Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur éliterencontre.fr. La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries. La boutique du menuisier.fr. Vous êtes là, et là, et là, pour toujours. Dans le cœur de nombreux enfants en difficulté. Dans le sourire que vous leur apportez. Dans l'avenir que vous leur offrez. Votre mémoire perdure à travers tous ces enfants et donne un sens à leur vie. Pour aider les enfants, pensez à l'UNICEF dans votre testament ou votre assurance vie. Demandez la brochure gratuite au 01 87 64 10 10. Soirée spéciale, les secrets des Templiers. Demain à 20h50 sur RMC Découverte. 14h. Parfait. T'as vu? Les consommateurs ont changé. Quoi? Oui, ils lisent les étiquettes. Ils veulent des produits sans parabènes, sans additifs. Suce au colorant. Bio le café. Oui, la qualité des produits progresse. Oui, c'est vrai ça. Mais ça a un coût. Et le budget des gens, il progresse pas. Ah non? C'est vrai? Vous permettre de consommer mieux avec l'argent que vous avez. C'est ça, défendre votre pouvoir d'achat. Et ça, c'est beau, ça. Très beau. Ouais. Leclerc. Renault Occasion garantie Z2, des véhicules électriques garantis jusqu'à 3 ans. J'ai acheté ce skateboard pour mon fils de 11 ans. J'avais trop envie d'essayer. Je pouvais pas résister. Mais j'ai dû le rendre à son propriétaire légitime. Et maintenant, il ne peut plus rien faire sans. La revente facile avec Vendezvotrevoiture.fr. 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 évaluez votre voiture en ligne gratuitement et vendez-la dans une agence proche de chez vous. Vendezvotrevoiture.fr. Et quelle est la valeur de votre voiture? Vendezvotrevoiture.fr. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Combien d'hôtels compare Trivago? 1000? 10 000? 100 000? 100 000? Trivago compare désormais plus d'1 million d'hôtels pour vous aider à trouver l'hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel? Trivago. Vous avez adoré Siren's Call de Cat Centuries. Découvrez Keep on Dancing, leur nouveau tube. Cat Centuries, nouvel album. Bonjour, recevez les interviews. Le printemps est dans l'air. Agissez avant le développement de la réaction allergique. Phytoson Arome concentre le meilleur des plantes dans son spray nasal allergie. À chaque utilisation, secouez pour activer. Il agit rapidement et assure jusqu'à 6 heures de protection. Efficacité cliniquement prouvée, dispositif médical. Vivez le printemps sereinement. Phytoson Arome, le pouvoir des plantes enrichi par la science. L'enquête sur l'attaque terroriste au couteau samedi à Paris, qui, rappelons-le, a causé la mort d'un homme de 29 ans et blessé 4 personnes. L'enquête se poursuit, on va faire le point dans un instant. Et puis, on le sait aujourd'hui, le terroriste français d'origine tchétchène, Khamzat Azimov, était suivi par les services de renseignement fichés S depuis 2016. Donc se pose
une nouvelle fois cette question, que peut-on vraiment faire de ces fichiers S? Alors tout d'abord, on va faire le point sur l'enquête. J'accueille Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. On va voir s'il faut de nouveau renforcer l'arsenal judiciaire après ce nouvel attentat. Mais tout d'abord, avec Mélanie Bertrand, bonsoir. Le point sur l'enquête. Plusieurs proches ont toujours gardé à vue. Oui, 3 gardes à vue qui se poursuivent aujourd'hui. Les parents, tout d'abord, du terroriste qui ont été arrêtés hier dans leur hôtel meublé où ils résidaient dans le 18e arrondissement de Paris. Le père et la mère qui sont donc entendus par la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Des parents qui, d'après les premiers éléments qui ressortent de cette garde à vue, se disent totalement dépassés, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Des parents qui ignoraient tout de leur velléité de passer à l'acte de leur fils. Il y a du matériel informatique notamment qui a été saisi hier lors d'une perquisition, mais rien de saillant, nous dit-on. Et puis, il y a une 3e garde à vue qui, elle, ça a commencé à Strasbourg et se poursuit en ce moment où je vous parle à la DGSI en région parisienne. Une garde à vue particulièrement intéressante par les enquêteurs parce que c'est l'homme qui est considéré comme le plus proche de Khamzat Azimov qui est entendu en ce moment. Un jeune homme de 20 ans aussi, lui aussi d'origine tchétchène, qui a été arrêté à Strasbourg et qui fréquentait le même groupe de personnes que Khamzat Azimov. C'est un ami d'Azimov qui était lui aussi suivi par les services de renseignement depuis son mariage religieux avec une jeune femme originaire de région parisienne qui avait eu la volonté de se rendre sur la zone irako-syrienne en 2017. Et c'est parce que Azimov connaissait ces 2 personnes-là et plus précisément ce jeune homme-là que lui aussi avait été dans le collimateur des services de renseignement. Il avait été entendu par la section antiterroriste en 2017, mais pas considéré comme à l'époque dangereux dans le haut du spectre. Il était quand même fiché S. On va rappeler qu'il est né en Tchétchénie, il a été naturalisé en 2010. En 2010, fiché S. Alors, ça veut dire quand même que les services de renseignement le connaissaient. Le connaissaient. Il avait été entendu par la section antiterroriste, la SAT, de la police judiciaire de Paris en 2017. Mais finalement, plutôt comme un personnage secondaire, indirectement. C'était pas un objectif prioritaire. C'est là-dessus que pour l'instant les enquêteurs insistent parce que c'est en raison de son entourage, de son relationnel. Il était en lien avec un homme qui lui-même était marié religieusement à une jeune femme qui voulait partir en Syrie. Donc il avait été entendu par les enquêteurs, mais il y avait eu d'ailleurs, ce qui prouve qu'il n'était pas considéré comme quelqu'un qui devait passer à l'acte, il n'y avait eu aucune poursuite judiciaire. Il n'avait pas d'ailleurs, la police n'avait pas pris son ADN. Il a été reconnu, on le sait maintenant samedi soir, grâce à un logiciel de reconnaissance faciale sur les lieux de l'attentat à Paris. Donc c'est quelqu'un qui n'inquiétait pas, qui n'était pas dans le haut du spectre des personnes fichées S. Il y a 16 catégories dans les fichiers S, de S1 à S16, et lui clairement était considéré comme dans le bas du spectre, pas quelqu'un qui a priori devait commettre cet attentat. Combien de fichiers S fichés pour islamisme radical 10 000. Il y a environ entre 20 et 25 000 fichiers S en France, dont 10 000 pour radicalité religieuse, ce qui fait évidemment un flux énorme de personnes à surveiller. Alors rappelons que c'est un outil de contrôle et de surveillance, donc ce n'est pas un outil qui permet une action judiciaire. Philippe Bilger, c'est important de le dire. Absolument. Parce qu'on entend beaucoup de choses. On entend tout de suite, il faudrait les expulser pour les fichiers S étrangers. D'autres disent il faudrait les enfermer d'une façon préventive puisqu'ils sont quand même dangereux. Et puis d'autres disent même il faut les déchoir de leur nationalité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fameux fichiers S? En tout cas, dans les 10 000, Mélanie Laurent, si vous le permettez, il y en a 4 000 qui sont véritablement très dangereux. Donc, sur les 10 000, il y en a déjà 4 000 qu'on peut identifier comme très dangereux. Alors, ce qui me paraît évident, et vous l'avez très bien dit, Olivier Truchot, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut rien faire de coercitif à l'encontre de ces fichiers S. Mais tout de même, à partir du moment où on a quasiment la certitude, et on peut le vérifier, que tous les tueurs depuis quelques années étaient fichés S, donc le gouvernement devrait se pencher sur le problème. Et surtout, il me semble que dans la mesure où on ne peut plus rien intégrer dans notre droit, pratiquement on est allé au bout de ce qu'une démocratie pouvait se permettre, notamment en ayant intégré l'état d'urgence dans les dispositions ordinaires. Il n'y a que sur les fichiers S qu'on peut réfléchir sur cette zone grisailleuse dont parlait
Nicolas Sarkozy à l'époque, et il n'avait pas tort, une zone très particulière et qui appelle une appréhension qui n'a rien à voir, à mon avis, avec la délinquance classique. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, puisque vous dites qu'il y en a 4000 de dangereux, est-ce qu'on pourrait les enfermer à titre préventif, en fait? Oui, mais alors là, le problème, ce serait une procédure administrative et évidemment, l'internement ne pourrait pas durer à vie, entendons-nous bien. Mais il semble qu'il y ait des moyens aussi bien pour les fichiers S nationaux que pour les étrangers, de prendre des mesures coercitives. Peut-être faudrait-il, sur ce plan-là, plutôt que de répudier par principe toute réflexion, comme l'a fait hier Benjamin Griveaux, accepter pour une fois de réunir une commission qui servirait à quelque chose et chercher des modalités pour rendre plus coercitives les gens qui sont dans ces fiches. Il y a quand même une incompréhension de la part de beaucoup de Français. Ils se disent, mais à chaque fois, finalement, on nous explique que les services de renseignement les connaissaient. Donc il y a une impuissance, finalement, exprimée à essayer de les arrêter avant qu'ils passent à l'acte, même si, bien entendu, c'est plus facile de le dire après qu'avant. Oui, mais vous avez totalement raison. Quand on entend encore Benjamin Griveaux, il dit, et je ne le discute pas, que les fichiers S et la manière dont ils ont permis à la police et au renseignement de déjouer à peu près une cinquantaine d'attentats, mais le problème, c'est pas seulement de déjouer les attentats, d'empêcher qu'ils se réalisent, c'est peut-être d'empêcher précisément ceux qui vont se réaliser, comme malheureusement samedi, avec ce Russe d'origine tchétchène, naturalisé en 2010, et qui est fiché S depuis 2007. Et un mode opératoire artisanal, mais redoutable. L'arme blanche, qui, rappelons-le, a déjà été utilisée dans 5 cas depuis 3 ans. Il y a eu 13 attentats en France en 3 ans, 246 morts, et l'arme blanche a été utilisée dans 5 cas, faisant 7 morts. Lénie ? Oui, pour suivre un homme H24, les policiers disent qu'ils doivent être environ 20 policiers pour suivre une personne. Donc si on fait les calculs, vous parliez tout à l'heure des 10 000 personnes radicalisées, ça fait environ... 4 000, alors si on réduisait à 4 000... J'ai fait les calculs, moi, sur les 10 000, en tout cas, qui constituent un socle de personnes radicalisées, ça fait 200 000 fonctionnaires de police. C'est complètement impossible même si on prend que la moitié, ça fait quand même 100 000. Voilà, donc c'est totalement impossible à gérer, c'est inconcevable. Mais alors, attendez, on peut quand même les placer sur écoute. On peut placer un fichier S sur écoute. On peut, bien sûr, mais c'est pas systématique. Les filatures, le suivi, les écoutes. Tout dépend de la voie qu'on emprunte. Est-ce qu'on reste dans le registre administratif ou est-ce qu'on judiciarise, par exemple, avec l'association malfaiteur en vue du terrorisme? Là, on peut obtenir des moyens et avoir des armes qui sont beaucoup plus conformes, j'allais dire, à l'état de droit. Mais ce qui me paraît important, c'est d'accepter tout de même qu'une réflexion aujourd'hui soit portée sur ces fichiers S, puisqu'encore une fois, c'est le dernier lieu sur lequel on peut agir. Alors, on entend beaucoup aussi, de la part des spécialistes, dire que si on informe finalement les personnes concernées qui sont fichées, ça perd de son intérêt, puisque souvent, la personne est fichée sans le savoir. Est-ce que c'est un bon argument, ça ? Possible. Je n'ai pas la présomption de m'opposer à tous les techniciens du renseignement et de la police, mais je constate tout de même qu'il devient extravagant de voir une série de crimes terroristes à chaque fois par des fichiers S, et comme vous le dites très bien, l'opinion publique ne comprend plus pourquoi on ne fait rien, et elle n'a pas tort sur ce plan-là. Rien n'est facile, et je ne dirais surtout pas, comme les Républicains et le Front National, que le gouvernement ne fait rien, ce serait absurde. Oui, parce que des attentats sont déjoués, alors forcément on en parle moins que ceux qui malheureusement ont lieu. Mais à partir du moment où on sait que les attentats sont commis par des fichiers S, on est naturellement conduit à questionner le gouvernement. Une dernière question, vous parlez d'une commission qu'on pourrait mettre en place. Vous mettez des magistrats dans cette commission, des politiques des politiques, un pluralisme absolu. Je pense que dans ce domaine, le terrorisme qui a à peu près permis un consensus, grosso modo tout de même, eh bien, je crois qu'on pourrait réfléchir sur la manière de rendre enfin les fichiers plus opératoire pour lutter contre les attentats. Plus opératoire, c'est-à-dire recentré sur le haut du spectre, avec le risque de passer à côté d'individus
visiblement moins dangereux, mais qui n'hésiteront pas à passer à l'acte comme ça. Mais vous avez raison. Là, je rejoins Benjamin Griveaux. On n'aura jamais le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro. Voilà. Merci à tous les deux. 18h51. L'actualité, bien sûr, aujourd'hui, c'est cette inauguration sous très haute tension. Les États-Unis qui inauguraient leur ambassade à Jérusalem, coïncidant avec le 70e anniversaire de la création de l'État hébreu en 1948. Au moins 52 Palestiniens de Gaza, dont des adolescents, ont été tués et plusieurs centaines blessés par l'armée israélienne. Ils s'approchaient de la frontière avec l'État hébreu. C'est d'ailleurs la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. Sur place, nos équipes et notamment Stéphane Amar, notre correspondant en Israël. Bonsoir Stéphane, il y a deux images qui se télescopent aujourd'hui. Celle des sourires et des remerciements, notamment le Premier ministre israélien, mais aussi la fille et le gendre de Donald Trump, et puis de l'autre, eh bien les Gazaouis qui sont tués par l'armée israélienne s'approchant de la frontière. Oui, absolument. L'euphorie d'un côté, le désespoir suicidaire de l'autre. C'est une image qui frappe aujourd'hui et qui est bien sûr désolante. Alors côté israélien, c'est un triomphe puisque Israël se voit reconnaître le rôle de capitale pour Jérusalem. Les États-Unis sont le premier pays à reconnaître qu'Israël est la capitale d'Israël, le premier pays d'importance, et à installer l'ambassade. C'était en germe depuis 1995, mais Donald Trump a décidé de passer à l'action en quelques mois, sous la pression notamment des évangélistes, de Mike Pence. Eh bien, il a décidé de déplacer cette ambassade. Ça a été accueilli évidemment avec beaucoup de joie ici, même si Donald Trump ne s'est pas déplacé. Il a envoyé sa fille, il a envoyé son gendre. Mais de l'autre côté, au même moment, des dizaines de morts à Gaza. C'est l'affrontement sans doute le plus sanglant entre les Palestiniens de Gaza et Israël depuis 2014, depuis cette offensive meurtrière, cette guerre meurtrière de 2014. Mais je dois bien le dire, à Jérusalem, il y a bien eu des manifestations. On l'a vu sur notre antenne, qui ont rassemblé quelques dizaines de personnes. Mais ce qui se passe à Gaza suscite une certaine indifférence. Ici, on est tous à sa joie de voir l'ambassade américaine arriver et on laisse les militaires s'occuper de ce qui se passe à la frontière avec Gaza. Merci Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem, correspondant de BFM TV. Ulysse Gosset, c'est vrai que ces deux images se télescopent, les sourires, la joie d'un côté, Benyamin Netanyahou qui parle d'un moment historique et qui remercie le président Trump d'avoir finalement participé à l'histoire de son pays. Puis de l'autre, c'est mort, 52 Palestiniens au moins tués. Oui, l'un n'efface pas l'autre. C'est vrai que c'était une journée qui va marquer l'histoire d'Israël et des États-Unis et qui renforce absolument cette alliance inébranlable entre les deux pays, entre Washington et Jérusalem. Mais en même temps, effectivement, le drame de ce bain de sang avec plus de 50 morts, notamment des adolescents, des centaines de blessés, va laisser vraiment une image très sombre de cet anniversaire, à la fois d'Israël et de cette inauguration. Et évidemment, aussi bien à Washington qu'à Jérusalem, malgré les sourires, beaucoup de gens auraient préféré que les choses se passent autrement. Donc on peut dire que Trump est passé en force, il a obtenu ce qu'il voulait, il a tenu sa promesse et on voit qu'il les tient progressivement, que ce soit sur le climat, sur l'Iran et aujourd'hui sur Jérusalem. Mais ce passage en force dans cette région déjà sous haute tension, évidemment, inquiète. Car au-delà de Jérusalem, il y a forcément des répercussions partout. Mais comment peut-on imaginer une médiation de paix après ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'est un coup de poker de la part de Trump. Il s'agit de dire aux Palestiniens, je ne céderai pas, j'irai jusqu'au bout de ma logique, et si vous ne voulez pas vous faire un geste, eh bien il n'y aura pas de négociation. Mais par contre, si vous acceptez le dialogue, alors je vous promets quelque chose que vous souhaitez tous, en particulier une ambassade, une capitale, pardon, pour l'État palestinien qui pourrait être à Jérusalem-Est. C'est ça le grand deal. Le problème, c'est qu'en attendant la solution, eh bien il y a beaucoup de morts sur le terrain, si j'ose dire. Et puis pour l'instant, le plan de paix promis par Donald Trump, qui est négocié par son gendre dans le plus grand secret, le gendre Jared Kushner, qui était là aujourd'hui et qui représentait son beau-père avec sa fille Ivanka. C'est un très beau couple, mais pour l'instant le résultat n'a pas été suivi des faits et personne n'a encore vu ce mystérieux plan de paix américain. Donc on est dans une impasse sanglante, je dirais, avec les Palestiniens qui ce soir parlent de massacre et qui demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président Abbas, le président de l'autorité palestinienne qui n'est pas à Gaza mais à Ramallah, lui dit massacre et donc les États-Unis sont disqualifiés pour parler de paix. Du côté des Européens et des Français, on va rappeler quand même que la Grande-Bretagne, la France, la Russie avaient condamné l'ouverture de
cette ambassade américaine à Jérusalem. Et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, dit attention à un nouvel embrasement. On craint effectivement que ce qui s'est passé aujourd'hui à Gaza, et on rappelle que depuis 30 mars, il y a cette marche du retour, et régulièrement, il y a des affrontements à la frontière entre Gaza et l'État hébreu. On craint vraiment un embrasement. Et oui, notamment la journée de demain. Oui, on voit bien ce qui se passe entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. En Syrie, il y a des raids israéliens très fréquents, et donc on craint effectivement l'escalade. Et la France, si vous voulez, déplore déjà... elle ne condamne pas, mais elle déplore le transfert de l'ambassade, car ce transfert s'est fait de façon unilatérale, sans concertation, sans consultation, alors que ça aurait dû être l'aboutissement d'une négociation et d'un accord de paix. Donc la France, comme l'Europe, d'une façon générale, essaye de porter une solution pacifique avec un soutien à l'autorité palestinienne. Le problème, je dirais, c'est le Hamas. Le Hamas est des durs de l'aile militaire qui, évidemment, favorise la confrontation et pousse un certain nombre de manifestants à se heurter aux soldats de l'armée israélienne. Et donc, on est dans une logique des deux côtés, les ultras du Hamas et puis la droite dure israélienne qui finalement se nourrissent l'un de l'autre. Assez dans cette logique de confrontation, ce qui explique le bilan d'aujourd'hui. Vous parliez quand même de Trump sur la scène internationale. Il impose la puissance américaine, qu'on soit d'accord ou pas avec ses décisions, et on en voit parfois les conséquences terribles. Il impose ses décisions, l'Iran, l'ambassade à Jérusalem. Oui, il avance, je dirais, comme un bulldozer. Finalement, personne ne peut l'arrêter, même les condamnations ne changent rien. Personne ne peut l'arrêter, et lui pense qu'avec cette façon de jouer, de mettre sur la table toutes ces cartes comme il l'a fait pour la Corée du Nord en disant attention, si vous n'arrêtez pas la bombe, moi je vais vous bombarder et vous réduire en poussière. Il fait la même chose avec l'Iran, il veut faire la même chose avec les Palestiniens. C'est une stratégie extrêmement dangereuse qui peut de temps à autre fonctionner, mais qui n'est pas garantie, loin de là. Et effectivement, personne ne peut s'y opposer, car de toute façon, les États-Unis, quoi qu'on en pense, restent la grande puissance de la région et sans laquelle on ne peut pas imaginer qu'il y ait un deal. D'ailleurs, les États-Unis avaient permis un deal avec les Palestiniens du temps d'Arafat et de Yitzhak Rabin. Il y avait un accord, les accords d'Oslo. Il y avait un statut pour Jérusalem international. Malheureusement, tout cela a été réduit en fumée par l'assassinat du Premier ministre. On sait aujourd'hui que le président américain va rencontrer le président de la Corée du Nord. On peut imaginer que Trump, finalement, puisse aussi avancer vers la paix, même si aujourd'hui les images montrent le contraire. On ne peut pas l'exclure. Et c'est ce qui est important, je dirais, que quelle que soit l'issue de ce conflit, Trump bouscule. C'est le grand perturbateur, le grand disrupteur, comme on dit maintenant, celui qui rabat les cartes et qui propose de repartir de zéro. Mais en attendant, il y a beaucoup de victimes sur le terrain. Des dégâts. Merci Ulysse Gosset. 18h, bientôt 59. Il est temps de laisser la place à Laurent Neumann. Bonsoir Laurent. Bonsoir Olivier.